Bienvenue à Parle Jazz en ce mardi 9 décembre. Aujourd'hui, sur le panel, notre collaborateur Jacques Giguère, fidèle au poste. Bonjour Jacques. Bonjour Sébastien. Et bonjour. Et aujourd'hui, on reçoit Monette Légère, une artiste reconnue du mur de la renommée de Shediac, avec qui je m'étais déjà entretenu pour une belle murale. Bonjour Monette. Bonjour Seb, ça va? Ça va très bien et vous? Ouais, ça va bien, merci. Bien heureux de vous avoir aujourd'hui à l'émission, ainsi que Jackie Richard, une porte-parole d'un groupe Comité des Amis de la Maison Pascal Poirier. Bonjour Jackie. Bonjour, bon matin. Bon matin à vous. Très content de vous recevoir. Aujourd'hui, justement, il sera question de la préservation de la Maison Pascal Poirier. Vous avez fait, Jackie, de nombreuses démarches, même vous avez proposé quelque chose d'intéressant à la municipalité. Oui. On regardera ça et vous pourrez participer, bien sûr, aux discussions pour toutes vos questions, commentaires. Vous nous appelez au 506-532-0133 ou vous nous écrivez par courriel à ppjj@cjse.ca. Bienvenue à Parle Jazz du mardi. Avec nos invités aujourd'hui, Monette Légère, Jackie Richard et notre collaborateur Jacques Giguère qui est présent. Et Monette, on s'était parlé la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour la belle murale des bateaux volants. Oui, c'est ça, au mois de juin. Au mois de juin, l'été dernier. Alors, belle murale. Et je voulais mentionner, parce qu'on va parler de la Maison Pascal Poirier aujourd'hui, et vous êtes la créatrice de l'arbre symbolique qui est sur ce site-là. Parlez-nous un peu de cette création qui, je crois, votre plus grande œuvre. Oui, justement, c'est exactement ça. C'est la plus grande œuvre de ma vie artistique. Et puis, ça a été érigé en 2004, le 11 août. C'était pour commémorer, c'est sûr, ça va à faire aussi avec le Congrès mondial acadien en 2004, mais c'était pour commémorer nos ancêtres. Ça fait que moi, je suis partie à Vancouver sculpter cette table-là qui m'a pris quand même 9 mois de ma vie. Je l'appelle mon bébé. Puis, j'ai mis quand même 2300 heures là-dessus. Ça fait que là, moi, ça m'inquiète beaucoup de voir ce qui se passe parce que lorsque nous avons installé cette table-là, justement, sur le site du lieu de la Maison Pascal Poirier, j'ai pensé, puis j'y crois encore aujourd'hui, que c'était le meilleur endroit pour avoir cette table-là pour commémorer mes ancêtres. Hey, je comprends que ça vous tient à cœur. Il ne faudrait pas que la maison ne soit plus là avec votre œuvre grandiose qui est sur le site. Bon, c'est un petit point de plus, mais l'importance du patrimoine, ça touche de nombreux citoyens et citoyennes. On en entend parler beaucoup par les temps qui courent. Alors, on veut sauver ce site patrimonial. Pour sûr. Pour sûr. Mais merci beaucoup d'être présente à l'émission aujourd'hui. On va pouvoir parler de différentes choses. Et je me retourne aussi vers Jackie Richard. Donc, vous avez formé un groupe, un comité, les Amis de la Maison Pascal Poirier. Parlez-nous de ça un petit peu. Bien, justement, on est un groupe, on est une vingtaine de personnes, on a un intérêt commun. C'est qu'on veut protéger la maison patrimoniale de Pascal Poirier, vu qu'il n'y a pas eu vraiment d'efforts à préserver l'édifice. On pense que c'est à nous autres d'apporter attention à la situation critique de la maison. Notre intérêt principal, c'est sauvegarder, protéger, puis redonner vie à cette maison-là. Une maison symbolique pour les Acadiens, pour l'Acadie, la maison de Pascal Poirier, mais aussi ça représente notre peuple. Puis aussi les gens qui sont venus par la suite pour une Acadie moderne, que ce soit Louis Girovichot ou Roméo Leblanc. Alors c'est pour ça un peu qu'on s'est engagé dans ce dossier-ci. Ben, écoute, d'abord, Jackie, Monette, bonjour et bienvenue à Parle Jazz. Pouvez-vous nous rappeler, c'est qui ça, Pascal Poirier? Parce que on veut beaucoup préserver la maison dont on dit beaucoup. C'est connu comme la maison de Pascal Poirier, mais des fois, on oublie qui est ce personnage, son importance dans l'histoire de l'Acadie. Pouvez-vous nous rappeler qui était Pascal Poirier? Oui, justement, Pascal Poirier, il fut le premier sénateur acadien, puis il a été sénateur pendant 48 ans. En 1872, il avait à peine 20 ans. Pascal est nommé maître de poste de la Chambre de commune par Sir John Macdonald. Aussi, Pascal Poirier est un homme de lettres, un historien, un homme d'affaires, avocat, politicien. Il fut aussi sacré chevalier de la Légion d'honneur de la République française. Puis il est un des responsables de la fondation de la Société nationale de l'Assomption. Aujourd'hui, on appelle la Société nationale des Acadiens. Puis il fut nommé sénateur à l'âge de 33 ans. Il est salué comme le champion infatigable de la cause acadienne.
Donc, on ne peut pas effacer ça. Il faut sauvegarder notre maison. Et je ne savais pas que c'est à lui qu'on doit la SNA. Ben, en fait, il faut se replacer dans le contexte. Là. Les dates qu'elle nous donne, ce n'est pas 1972, c'est 1872. Elle l'a précisé. C'est important dans l'histoire parce que le pays, le Canada, est né en 1867. Donc, c'était au premier balbutiement. Le pays venait de naître. Et là, tout à coup, il y a cet Acadien qui apparaît dans le portrait à Ottawa et qui fait sa marque parmi les premiers dans ce pays. Il y a donc une importance là, politique, mais aussi sociale et culturelle en Acadie au travers de ce personnage-là. Mais il y a une chose que vous nous disiez juste avant que je trouvais intéressant, c'est qu'on veut protéger la maison Pascal Poirier, mais cette maison qu'on connaît maintenant sur la rue principale à Shediac, de la Maine, elle n'a pas toujours été là, si j'ai bien compris. Elle a été déménagée? Oui, elle a été transportée, justement, elle a été construite, je pense, c'est à Grand-Digue, puis elle a été déménagée. Là. Ils l'ont transportée sur la glace pour arriver ici. En hiver, sur la glace. Un petit tour de patin, oui, on en avait parlé à un moment donné. Elle a toute une histoire, cette maison. Ça s'est fait il y a longtemps, ça? Oui, j'ai pas la date en tête tout de suite. À peu près dans les... C'était avant... Je vais le trouver, puis je te reviens là-dessus. Okay. Je pense que c'est 1825, si je ne me trompe pas. Pardon? Oui, 1825. Ça. Elle a été, oui, ça dit ici, je vois l'article, 1825 de Grand-Digue, c'est ça. En 1825, elle aurait été déménagée comme sur des patins. Puis je pense qu'elle a été vraiment construite vers les 1800. J'ai même une petite photo de la maison à l'époque. Ça fait vraiment une petite maison acadienne. Là. OK. Alors, c'est donc important de l'avoir déménagée là où elle est. Mais pourquoi c'est important maintenant de protéger un bâtiment? On connaît le personnage, on peut écrire des livres, on peut écrire des histoires sur lui, on peut raconter son importance. Mais pourquoi c'est important de préserver un bâtiment, Jackie? Bien, c'est la plus vieille maison à Shediac, premièrement. C'est vraiment symbolique de l'Acadie, selon moi. Puis une fois qu'on perd ces maisons-là, ben on s'oublie. On oublie notre histoire. Tu sais, avoir cette maison-là, c'est un rappel. Tu sais, puis il faut voir le passé de l'Acadie. Puis on est en période de renaissance. Puis l'opportunité qui se présente à préserver la maison, la sauvegarder, créer une nouvelle vie, il y a tellement d'opportunités. C'est un catalyste économique, si vous voulez. Mm-hmm. Tu sais, de tous les sens. L'art, la culture, le patrimoine, tu fais le mix. Tu sais, n'importe quoi peut se passer là. Alors, le retour sur l'investissement vaut la peine. OK. Mais tout de suite, qui est propriétaire de la maison? Bien, le propriétaire, maintenant, ça a été transféré de la Société de la Mer Rouge à la ville. Alors, c'est la ville qui est propriétaire. Quand est-ce que la transition a eu lieu? Je pense que c'était vers 2010. OK. Je ne suis pas certaine. Donc, à peu près une quinzaine d'années environ que la ville est propriétaire du bâtiment. Oui. Alors, je veux dire, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. C'est un bien collectif. Mm-hmm. Tu sais, on s'est offert à la ville de collaborer, tu sais, de travailler main en main pour voir au futur. Nous autres, on est un comité engagé, on a de l'énergie, on a le vouloir de créer ce futur-là. Alors, on demande le courage à la municipalité de travailler avec nous. Justement, on a présenté au conseil municipal lundi passé pour dire, regarde, tout de suite, la toiture, elle est vulnérable. Tu sais, il y a une membrane partielle. Il faut s'assurer qu'il y a une membrane complète pour la protéger pour l'hiver, pour qu'il n'y ait pas de fuite puis de dommages additionnels. Bien, si je me rappelle, la dernière fois que j'ai passé, c'est comme une grosse tarpaulin, une grosse bâche qu'on a mis par-dessus avec des bouts de bois vissés pour que ça tienne. Ça fait broche à foin pas mal. Là. Un peu broche à foin. Mais là, il faut vraiment prendre ça en main et dire, on est-tu sérieux? Écoute, si on n'est pas sérieux, là, puis on ne veut pas investir dans la maison, il faut le dire. Mais selon moi, si on ne veut pas investir dans la maison, c'est pas correct. Mais pourquoi, depuis 15 ans, croyez-vous que la municipalité ne fait rien ou si peu? Le minimum, le strict minimum. Est-ce qu'il y a une raison qui les empêche ou c'est parce qu'on n'a juste pas de politique? Il y a quelque chose qui fait que ça bouge pas. Mais moi, je pense qu'il manque de vision, personnellement. Puis je pense qu'il manque de planification stratégique envers les infrastructures municipales. C'est un manque d'investissement sérieux ou préventatif. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça aujourd'hui? OK, bien, il ne faut pas continuer comme ça, évidemment. Il faut prendre action.
Puis c'est pour ça qu'on a approché la ville. On dit, regarde, c'est important. Mais Jackie, dites-moi justement, quand vous avez approché la ville, vous avez proposé quelque chose qui a un peu une solution clé en main. Vous avez dit, nous, on peut faire de quoi et ça ne vous coûtera rien. Pouvez-vous nous parler de l'offre là, que vous avez faite à la ville? Bien, justement, nous autres, on est financés par un individu assez important de la région qui a aussi fourni un contracteur spécialisé dans l'habilité de couvrir les toitures. Alors, on a dit, regarde, on est ici, clé en main, ça ne vous coûte rien, on demande l'approbation. Alors, avec ça, ça a été confirmé que le directeur général nous rencontrerait pour discuter un peu plus. Puis, c'est pas des enjeux, tu sais, des standards patrimoniaux, c'est une membrane, OK? C'est juste un petit effort pour préserver qu'il n'y ait pas plus de dégâts. OK. Mais est-ce que la maison est classée parmi le site du patrimoine historique? Est-ce qu'elle a une particularité? Oui, vous avez dit oui? Oui. OK. Donc, cette maison-là, pour pouvoir toucher à un bout de bois ou toucher à la toiture, est-ce que ça prend des autorisations supplémentaires du gouvernement, par exemple? Parce que ça fait partie du patrimoine. C'est ça. Ben, c'est protégé selon la loi. Alors, toute réparation, tous travaux sur une maison patrimoniale doit être fait selon les standards établis en consultant avec les gouvernements responsables. Alors, c'est juste partie du processus. OK. Mais est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple, là-dessus une toiture moderne où il faut absolument revenir dans le style de construction de la photo que vous nous avez, le dessin que vous nous avez montré de 1825? Bien, justement, le focus est garder l'état original de la maison. Cependant, tout se discute, selon moi. Moi, je ne suis pas expert dans le domaine de qu'est-ce qui peut être permis dans ce la grosseur des clous et tout ça. Comme là, tout de suite, c'est en cèdre. J'ai pu comprendre la réparation qu'ils ont fait pour mettre le cèdre peut-être a été mal installé. Okay. Alors, c'est pas juste les standards, c'est qui et les contracteurs qui ont une expertise dans le domaine pour faire en sorte que les travaux se font comme il faut. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de bardeaux d'asphalte, là. Donc, c'était probablement des bardeaux de cèdre qu'on mettait. C'était pas mal l'époque où on utilisait ce genre de toiture, qui était une bonne technologie simple et efficace à l'époque. Puis le cèdre, il ne pourrit pas. S'il est bien installé, il va durer très longtemps. C'est pour ça que nos ancêtres l'utilisaient. OK. Puis, donc, vous avez rencontré la municipalité, vous avez fait une proposition au conseil de ville, et là, vous attendez que le téléphone sonne? Bien, justement, moi, j'ai fait quelques appels. J'ai été visiter l'hôtel de ville hier. On a une rencontre formelle le 11, qui est jeudi, pour discuter du tout, comme l'ensemble de quoi ce qu'on veut faire. On a déjà écrit à la ville cet été pour dire, regarde, on est prêt à prendre ça en main, en travaillant avec la ville, avec une contribution pour pouvoir aller chercher peut-être d'autres supports aux autres niveaux gouvernementaux, les différents paliers, puis aussi, tu sais, peut-être avec des partenaires privés. L'enjeu, c'est que ça va coûter de l'argent. Si on est sérieux puis on veut la sauver, qu'on devrait être sérieux puis on devrait vouloir la sauver, mais il faut des sous. Mais vous savez que le Nouveau-Brunswick a un programme du patrimoine architectural. Il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans, mais il y en a un peu. Il y a des projets, ils peuvent fournir là, jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Là. Je lisais rapidement comme ça. Ça dépend de la grosseur des projets. Il y a du volet A, volet B. Ça peut aller de 7500 peut-être jusqu'à concurrence de 50 000 pour des projets. Est-ce que vous avez pensé ou avez-vous fait des démarches auprès de Patrimoine? Oui. Justement, le comité des amis de la maison patrimoniale, c'est en dessous le parapluie de le Hub Horticulture Incorporé. Puis le Hub a fait application, il y a un programme de patrimoine fédéral. Oui, il y a aussi un programme fédéral. En anglais, c'est Canada Culture Space Program. On a fait une application justement pour faire du engineering, du advanced planning pour la maison, voir ce qui pourrait se passer là. On a demandé une lettre de support de la municipalité. Oui, parce qu'ils sont propriétaires. C'est ça, juste pour dire, le gouvernement va vous le demander. Ben c'est ça, j'ai dit, on peut y avoir une lettre, mais là, ils ont dit, on forme un comité, on n'est pas prêt pour vous donner une lettre. Pour l'aspect, la programmation provinciale qui est disponible, on a fait, je pense, 200 000 de demandes parce que plusieurs de différents programmes, hors culture, patrimoine, tu sais, on essaie de voir où est-ce qu'on peut avoir de l'investissement pour aider la cause. Mais là, c'est l'architecture, vraiment, c'est la bâtisse qu'il faut sauver. Mais
En supposant que la Ville embarque dans un projet comme celle-là et que tout le monde décide de se joindre du bon côté, du côté positif pour arriver à la préserver et la remettre dans son état original, on fait quoi avec ça? Parce que j'imagine que votre comité y pense aussi. Oui. C'est bien beau remettre un toit, mais plus que ça, de s'assurer qu'elle est qu'elle réponde aux normes, mais qu'elle soit là pour une longue durée, pour une longue période. Mais un coup qu'on le fait, on fait quoi? C'est simplement pour le tourisme ou on peut faire au-delà de ça? Et, expliquez-nous qu'est-ce que vous avez en tête. Écoute, dans le passé, ça a été utilisé comme un genre de musée. Je ne sais pas quoi ce qu'était le trafic dans ce temps-là, mais aujourd'hui, ça se présente une opportunité de renaissance à Shediac. D'accord. Regarde, on va mettre la maison au standard qui devrait être, puis l'offrir à la communauté comme centre communautaire, art, culture, patrimoine, où ce qui peut avoir différentes activités à l'intérieur, soit des exposés d'artistes, peut-être des écrivains se rassemblent, des performances musicales. Des lancements de livres. Des lancements de livres, tout ça. Alors, ça peut être, on peut s'en servir de différentes façons. Puis vraiment, c'est qu'on prend pas de recul, puis on regarde l'ensemble des terrains voisinants. Hey, un campus culturel, imagine-toi ça à Shediac. Hey, c'est beau. Très bien placé. Ben le terrain est beau. C'est toujours impressionnant. Moi, à chaque fois que je passe devant, je trouve ça regrettable que on met le patrimoine sous clé, au fond, mais c'est pas unique. C'est pas unique à Pascal Poirier. Hein? Vous allez à Memramcook, vous passez devant l'Institut. Ça fait plus de 10 ans que le patrimoine est sous clé. Et c'est rendu une propriété privée maintenant. Vous avez le Moncton High, la belle vieille polyvalente anglophone sur le bord de la traque à Moncton. C'est un édifice fantastique. On l'a vendu au privé, puis qu'est-ce qu'il fait avec? Qu'est-ce qu'il fait avec les deux? Il fait rien. Il fait absolument rien avec ça. Ouais. Du patrimoine qui dort. Il faudrait pas qu'il arrive la même chose à la maison Pascal Poirier non plus. Mais ça serait vraiment ça serait désagréable pour voir qu'il n'y aurait pas de futur. Et puis, j'avais une question. Moi, j'avais annoncé il y a quelques mois de ça qu'au conseil municipal, on allait faire un comité à l'interne pour la maison Pascal Poirier, mais j'en ai plus entendu parler. Est-ce que ça a été abandonné, ça? Ils ont pas... Vous avez un petit comité, mais qui est organisé par des citoyens. Il n'y a pas de comité au niveau de la ville? Bien, justement, quand on avait écrit au mois de juillet à la ville, ils ont dit on va former un comité. Moi, j'ai pas entendu reparler de ce comité-là. Alors, nous autres, on a pris ça en main. On a formé notre propre comité. Tout de suite, en cours avec la ville, ils font un genre de consultation. J'ai participé aux consultations, puis un sondage, mais vraiment, comme le sondage est à la surface. Tu sais, si on est sérieux, là, on devrait vraiment comme creuser là-dedans pour informer les citoyens de qu'est-ce que ça représente la maison avant de poser des questions. Tu sais, comme là, tu me poses la question, c'est quoi le futur, la vision de cette maison-là? Puis moi, je te réponds, les opportunités, c'est à l'infini. On peut développer un campus culturel, on peut maximiser, la maison patrimoniale, ajouter d'autres édifices modernes qui fait l'histoire avec le moderne, avec le futur. Là, c'est un peu ça ma question, c'est que dépendamment de ce qu'on va choisir de faire avec la maison, ça peut peut-être modifier les restaurations qu'on va faire de la maison. Donc, les deux vont de pair. On peut pas juste dire on va restaurer la maison puis après on va décider qu'est-ce qu'on fait avec. J'ai été un peu surpris de voir que dans le sondage, on demande même est-ce qu'on devrait démolir le bâtiment. Tu sais, ça fait partie des questions du sondage. Moi, j'aurais plus vu ça sur un sondage. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle devienne, tout ça, mais pas de mettre la possibilité de répondre on pourrait la démolir. Il me semble que c'est une question qui... C'est toujours une possibilité. Ouais. Si on décide que ça vaut rien puis qu'on se fout du patrimoine puis que le terrain a plus de valeur, si on prend nos lunettes économiques là, puis qu'on regarde ça, il y a peut-être un promoteur qui va dire « Hey, moi, là, je vais augmenter les taxes de la ville avec ça, puis je vais faire un beau projet avec ça, puis au job de la maison, on met la pelle dedans, ça coûte moins cher la mettre au dépotoir que de la restaurer. » Mais vous arrivez avec une vision qui est non seulement économique, dans le sens où, oui, il faudra investir des sous, mais lorsque c'est terminé, il y a des sous qui vont rentrer dans la municipalité. Ça va être un attrait touristique. Absolument, à l'année. Ça va nous servir à l'année. À l'année. Le retour sur investissement, là, ça vient de différents domaines. Oui. Tu sais, l'aspect économique avec les touristes, l'attrait pour la communauté en termes de, de santé communautaire, avoir un centre, un lieu de partage.
Il y a tellement d'opportunités tout de suite qui se présentent, mais il faut avoir une vision pour bien voir ces opportunités-là. Ben, j'aimerais savoir, du côté de Monette Légère, votre vision, vous, pour la maison, est-ce que vous aviez déjà une petite idée? Qu'est-ce qu'elle deviendrait pour vous dans le meilleur des mondes? Pour moi, j'y crois tellement que je sais, puis moi, j'en rêve déjà, j'ai déjà plein d'idées, mais il faut commencer avec la toiture. C'est la structure qui est quand même importante en ce moment ici aussi, mais j'ai déjà des petites choses que je mijote dans ma tête. Allez-vous nous en faire part un petit peu? Vous voulez garder des surprises? Bien, c'est sûr que je vois aussi de l'interaction. Je vais impliquer les jeunes même aussi, ça pourrait être bien côté éducatif, avoir des autobus, tu sais, comme on fait avec le Gros Homard, des gens qui viennent de partout voir le Gros Homard, mais on pourrait faire la même chose avec la Maison Pascal Poirier. Et ce serait bien que ce serait éducatif, point de vue patrimonial aussi. L'histoire de Shediac, peut-être que c'est un lieu où on pourrait apprendre, moi, selon moi, l'histoire. Exactement. Puis moi, je dis toujours, je voyage beaucoup, mais je m'en vais pas voir des régions où est-ce qu'il y a un McDonald's, un Tim Hortons ou des bâtiments, des appartements ou même un hôtel de ville. C'est pas ça qui m'intéresse quand je voyage. Ça fait que c'est pour ça, je trouve que c'est important de bien penser à notre chose. Puis, tu sais, là, je crois vraiment avec... c'est les amis de la Maison Pascal Poirier, d'aller visiter notre site. Tu sais, on commence. Ça, la boule, ça roule. Moi, j'ai été tellement impressionné quand je suis allé à Saint-Jean. J'ai visité Saint-Jean pour la première fois, moi, l'été dernier. Puis, lequel, Saint-Jean, Nouveau-Brunswick? Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Okay. Puis, qu'ils ont préservé, incroyable, au downtown, le patrimoine est vraiment là. Il y a une quinzaine de rues par 15 où les bâtiments sont centenaires et c'est magnifique. J'ai vraiment aimé le cachet. Puis là, on n'en a pas énormément comme ça là, du côté de Shediac ou dans la région ici. Mais on pourrait donner l'exemple. Il y en a qui ont été sauvés comme la maison Olivier Melançon. Je suis allée justement en fin de semaine. Vous parlez de la maison. Oui, celle qui a été prise, Laurie Leblanc, son épouse, qui avait juste acheté en face et du rénové. centre médical. Exact. Justement, j'étais dans le sous-sol dimanche soir. J'ai vu ça. Je me sentais comme si j'étais dans le Vieux-Québec. Pour prendre une maison comme ça, qui a été construite fin des années 1800, puis ils ont tout rénové. Oui. C'était tellement beau. En tout cas, félicitations à Laurie puis Jean. C'est devenu une garderie, la garderie Oli. Ah, OK. Elle dit, pas la maison d'Oiron. J'étais en confusion avec la maison d'Oiron. On confondait, excuse-moi. Ou c'est un autre projet qui a bien tourné, dans le sens où on a préservé, sauvegardé un bâtiment et on lui a donné une vocation intéressante. Même il y a une extension où on a une espèce d'une petite grange là, où on peut donner des spectacles ou des salles de réception, mais c'est presque le bois original. C'est vraiment chaleureux, c'est beau, c'est accessible 12 mois par année. Ils ont fait un petit café en dessous, dans le sous-sol, donc c'est accessible. En plus, ils ont trouvé une vocation pour des gens avec des besoins spéciaux pour gérer ça. Au sous-sol, le café, j'entends. Donc, on peut, si on se donne la peine d'imaginer un monde différent, inclusif, on peut trouver des solutions exceptionnelles. Absolument. Mais vous, Jackie, je vous écoute parler, il y a une passion, puis Monette aussi, je comprends, de par l'art et de tout ça qui vous a amené à faire ça. Mais là, tout à coup, il y a quelque chose qui vous habite, qui dit, wow, là, ça suffit. J'ai l'impression que vous êtes en train, poliment, de mettre le point sur la table. Oui. Puis de dire, là, ça suffit, arrêtez de dormir au gaz, là. Faut que ça bouge, puis il faut que ça bouge maintenant. Le courage municipal est nécessaire. Écoute, on est-tu sérieux ou on n'est pas sérieux? Nous autres, le comité, on est sérieux. Puis on parle tout de suite de la membrane de la toiture. Oui. C'est juste un petit geste, là. Là, il faut vraiment être sérieux pour dire, OK, première phase, il faut sécuriser la maison. Il faut la stabiliser, il faut la renforcer. Puis là, il faut établir la vision pour le futur. Puis avec le comité, on va se rendre là. C'est pas un investissement à court terme qu'on fait, c'est à long terme pour le bien de la communauté. Je vous comprends. Puis je vous regarde, puis je me dis, il y a des élections municipales l'année prochaine. C'est-tu quelque chose qui vous intéresse, ça? Parce que dans le sens, si ça bouge pas en petit... Parce qu'on a deux façons. Dans la vie, soit qu'on vit nos rêves ou qu'on vit dans le rêve des autres. Puis là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre le rêve des autres, c'est-à-dire une espèce de cauchemar d'inaction, d'excuses
que ça... On a toujours une bonne raison de ne rien faire. OK? Ça c'est classique. On est tous pareils. Mais là, il y a toujours chez nous, mon père dirait, il y a un bout au bout du bout. Hein? Il y a toujours une fin. Puis là, on dirait que cette fin-là n'arrive pas. On se donne des excuses. Des fois, je me demande si ça vous mijote pas quelque part pour dire, coudonc, s'ils le font pas, on va trouver du monde qui vont le faire. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Est-ce que ça vous a déjà pensé de vous présenter? Vous y avez déjà pensé? Jackie, go! Jackie, go! Écoute. Moi, je pense que le point, c'est nos élus, là, ils doivent prendre la maison au sérieux. Absolument. Et ça, c'est vraiment le point à apporter aux candidats pour la prochaine élection. Alors, moi, je m'attends que ceux qui vont se présenter, ils vont être sérieux, ils vont avoir le courage de pouvoir avancer un rêve pour la maison. C'est un bon point. Une élection, c'est toujours un moment de faire le point sur la situation et vers où on veut aller. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont tenté d'appeler. Vous pouvez rappeler à nouveau 506-532-0133 si vous voulez vous joindre à la discussion. C'est Parle, jase. Aujourd'hui, en compagnie de Monette, Jackie et Jacques. On continue ça. Vous écoutez Parle, jase. Aujourd'hui, sur le panel, Jacques Giguère, Monette Légère, Jackie Richard. On parle de la préservation du patrimoine, notamment de la maison Pascal Poirier. Le numéro pour nous rejoindre, 506-532-0133. Et on prend un appel. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Je vous écoutais parler de la maison Pascal Poirier. Oui. Moi, j'écoute ça depuis 3-4 ans, 4-5 ans. Là. Il y a beaucoup de parleurs puis pas d'action, là, je me disais. Là. Car si il y a des fonds, puis il y a des charges. Probablement, il faut se faire un plan de quoi ce qu'on fait ou quoi ça va être. Si vous regardez, moi, j'ai été sur beaucoup de comités, puis j'ai été longtemps sur le comité de la Société historique de Grand-Digue. Si vous regardez à Grand-Digue, dans le village des Pionniers, Monette, probablement c'est parce qu'elle y allait, mais je ne sais pas comment vous autres qui avez été du comité faire les maisons, on a sauvegardé des maisons, là. On a 6, pas rien qu'une, 6. Il y a de l'argent pour les faire. Non, mais permettez-moi, si on a pu en sauver 6 là-bas, c'est pourquoi? C'est parce que la municipalité a embarqué ou c'est les propriétaires actuels qui ont embarqué dans le projet? Pouvez-vous nous éclairer un peu là-dessus? Ah non, c'est juste un comité. On a le comité, le public n'est pas impliqué là-dedans, puis il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de... C'est la Société historique de Grand-Digue. On a sauvegardé la maison Gagnon. Regarde, pour exemple, notre dernier bébé, là, on a sauvegardé la maison Fougère, qui est à Shediac-Bridge. Elle était le bureau de poste sur l'île de Shediac. Elle aurait été démolie. Nous autres, on l'a pris, on a cherché des fonds, on l'a fait aller à Grand-Digue, on l'a reconstruit. C'est pour ça, j'aimerais d'être sur votre comité. Là. Ça m'intéresserait. Bienvenue. On t'invite, on se rencontre à tous les jeudis au Centre Multi à 2h. Hey, l'invitation est lancée. Je pense que vous venez de vous faire une place dans un comité, monsieur. À quelle heure? 2h, les jeudis. Alors, jeudi cette semaine, viens te joindre à nous à 2h au Centre multifonctionnel, salle F. Ça, c'est à Shediac. Ça, c'est à Shediac, oui. Jeudi après-midi, je vais y aller. Hey, vous allez peut-être avoir pas mal de monde. Là. On invite les gens. Tu sais, on n'est pas juste un comité limité, on est un comité pour le peuple. Alors, tout le monde peut offrir de leur temps, leur énergie, puis leurs idées. Puis nous autres, on aime d'apprendre des autres. Alors, si Grand-Digue a eu du succès, là, hey! On a sauvé la maison Gagnon, on a sauvé les granges, on a sauvé l'école. On a 6 bâtisses dans le village des Pionniers à Grand-Digue. Moi, ce que je vois, là, c'est qu'il y a des initiatives qui existent partout et que ça serait vraiment intéressant d'avoir j'allais dire une liste, mais plus qu'une liste, une liste de visites, si c'est possible, pour que les gens, un peu comme des gens font la visite des églises, des paroisses, là. Pourquoi qu'on ferait pas une espèce de circuit touristique architectural du Sud-Est? Peut-être qu'il y en existe un, je ne sais pas. Mais en vous écoutant, je pense qu'il y a matière à développer une idée autour de ça. Non, moi, je suis de la même opinion. Tu sais, un genre de circuit, quand il y a un réseau que les gens peuvent suivre, qui s'en va à Grand-Digue, qui s'en vient à Shediac, qui s'en va à Barachois, puis ça continue comme ça, là. Tu sais, c'est vraiment une bonne idée. Un circuit architectural, oui.
Puis aussi, quand on regarde à la maison Pascal Poirier, c'est tellement une petite maison. C'est pas comme si qu'on avait... C'est pas une grange ni un aréna. C'est tellement petit. Mais tout à l'heure, vous aviez un point intéressant, c'est que c'est 12 mois par année. C'est ça. Alors que la plage, c'est pas 12 mois par année. Ben non, nous autres, à Grandic, c'est pas 12 mois par année. On est ouvert du mois de juin au mois de septembre. Puis aussi, ce que j'entends parler souvent des gens, c'est à Shediac, lorsqu'il pleut, ils font quoi, nos visiteurs? Ils font quoi? Ça fait que, oui, on a une plage, on a le Gros Homard, mais c'est le fun d'avoir un autre endroit où ils peuvent aller. Même il y a la vieille gare à Shediac. Exactement. On en parle bien peu. Je suis sur le comité de la vieille gare à Shediac. Oui. On en parle bien peu, là. Pourtant, la gare fait partie du patrimoine. On l'a sauvée, là. Il faut faire le parcours. Elle fait partie du patrimoine. Le chemin de fer, ça a commencé Exactement. à 1856. Là. C'est pour ça que c'est intéressant. Puis il y a de l'argent. Si on voit patrimoine, il y a beaucoup d'argent si on va les chercher. Ça dépend de la municipalité, si on est supporté. C'est tout. C'est comme on dit en anglais, if there's a will, there's a way. Oui. Hein? Je vais vous laisser avec ça, puis j'irai vous voir jeudi après-midi à 2h. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre implication sur différents comités, votre appel et pour participer aussi à la maison, Pascal Poirier. Bonne journée. Merci beaucoup. Ouais. On dit vraiment que c'est un engagement citoyen. Je vous rappellerai ce qu'avait dit M. Melançon. Lui qui avait participé, c'était un paroissien qui avait aidé à sauver l'église de Barachois. Et puis, il s'appelle Maurice Melançon. Puis ce qu'il avait dit, c'est que la lutte pour la sauvegarde, c'est l'affaire de tous les Acadiens. C'est vraiment les citoyens qui ont fait une différence. Et on voyait aussi souvent ce qui s'est passé, en tout cas du côté de Grandigue. On voit que c'est un apport citoyen qui a formé un comité. Et ce que vous venez de faire, c'est à peu près la même chose. Donc, on voit que ça tient à cœur à beaucoup de citoyens. Ce que Laurie a fait avec sa femme aussi, ça venait de citoyens pour la préservation du patrimoine. Alors, on voit que ça tient à cœur. J'ai une petite question qui nous arrive par courriel. Ça peut être un beau projet, en parlant de Pascal Poirier, mais peut-être un éléphant blanc. Ce serait-tu pas mieux d'avoir une estimation pour la rénovation complète, avant de s'embarquer? Qu'en pensez-vous? C'est une question qui nous arrive. Je veux dire, ça revient à la planification. Okay? Moi, hier, j'étais à l'Hôtel de Ville. J'ai demandé pour les rapports en termes des inspections, les rapports d'infrastructure, le engineering, parce qu'on attend souvent, ça va coûter 500 000 $. Ben OK, moi la preuve. Puis moi, mon background professionnel, c'est de l'infrastructure. Alors moi, je pense, premièrement, OK, c'est quoi la vision? Avec cette vision-là, c'est quoi le plan en termes des travaux qu'on doit effectuer? Puis avec ça, on va chercher, tu sais, des cotations puis des prix pour mettre le tout ensemble pour avoir une idée réaliste. Bien, merci bien. Ça explique bien. On a un autre appel. C'est 506-532-0133 pour vos opinions, questions, commentaires à ce sujet. Parle Jean-Jacques, on vous écoute. Bonjour. J'ai été sur les ondes after ou faut que je parle? Oui, vous êtes sur les ondes et vous avez raccroché. Ben, rappelez-nous. 506-532-0133. Peut-être que c'était quelqu'un qui ne voulait pas être sur les ondes. Non, mais des fois, c'est simplement une erreur. Ça nous arrive tous, hein? On touche au mauvais bouton sur le téléphone, de coup, ça disparaît. Ouais. C'est-tu nous? C'est bon, on ne sait jamais trop. Mais oui, rappelez, tout simplement. Tu sais, vous parlez de... Moi, je regardais rapidement, est-ce qu'on a les moyens? Ça peut être un éléphant blanc. Rappelez-vous, il y a une tragédie qui est arrivée à Paris avec l'église Notre-Dame, la cathédrale, qui a brûlé. Aujourd'hui, on peut la revisiter. On l'a refait à l'identique. Et tout à coup, on a décidé de mettre les millions nécessaires. On a fait des levées de fonds. C'est mondial parce que c'est quand même... ça fait partie du patrimoine mondial. Là, on est dans une autre échelle. Je comprends tout ça qu'on est vraiment dans une autre échelle. Mais ça a coûté près d'1 milliard $. Puis le gouvernement a dit, on le fait. C'est même pas négociable. On le fait. On trouvera les moyens. Mais la décision a été prise la journée même que la flèche a tombé de la cathédrale. On a dit, on le refait. Sky's the limit. Where there's a will, there's a way, vous avez dit. Ben, vous avez absolument raison. Est-ce qu'on a cette volonté pour la maison Pascal Poirier? Ben, c'est ça la question. Tu sais, faut avoir le courage municipal, l'endossement, pour pouvoir avancer de l'avant. Puis, il y a toujours moyen de moyenner. Il y a des appels, on va aller aux appels. C'est peut-être l'appel qui est revenu de tout à l'heure. 506-532-0133. Papa Jean-Jacques, on vous écoute. Bonjour, oui. Je pense, vous parlez de la maison historique, il y en a plusieurs de maisons historiques. Je pense qu'il y a une loi sur les maisons historiques que si tu appartiens à une maison historique,
faut que tu l'arranges. Tu peux pas l'abandonner, la défaire. Puis là, comme ça, la maire Pascal Poirier, puis je pense que c'est la ville, puis avec le Beaubassin qu'on fait ces lois-là. Puis je pense que la ville tient pas à son mot, à sa parole de voir la maire Pascal Poirier négligée comme qu'elle a été négligée. Une deuxième aussi affaire, c'est que c'est pas seulement la seule place, les petites places historiques qui ont été négligées aussi. Tu prends comme le petit quai en face du Gros Homard. C'était le premier quai commercial pour les pêcheurs de Shediac jusque dans les 70, ça commence dans les 40. Avoir une petite plaque pour le quai, comme pour les touristes, qui indique que c'était les premiers quais à Shediac de ces temps-là, avant que la Pointe du Chêne puis Shediac Cape ait eu amalgamé. C'était le premier quai, puis le seul quai commercial qui vendait à 1 P. 1100. Ernest Maillet, qui est l'arbre de Shediac, l'arbre de char, naturel. Puis il devrait avoir une petite plaque pour dire, en face de Shediac, comme Shediac, Lobster Capital of the World, qui devrait avoir dire un indice qui disait que c'était les Acadiens. Là, vous êtes en train de me dire que là où il y avait autrefois, là où il y a en ce moment un camping pour des gros Winnebago d'un demi-million, il y avait un quai qui était là avant pour le premier quai des pêcheurs de la région de Shediac. Non, le petit quai est l'autre bord de la rivière en face du Gros Homard. Oui, mais en face du Gros Homard, c'est-tu pas un camping? C'est sur le chemin Riverside. Le chemin Riverside, la Riverside Drive. OK, plus loin. Donc, pas immédiatement en face, au bord de la rue, un peu plus loin. Au bord de la baie. OK, au bord de la baie. Oui. En arrière de la shop à Homard. C'est ça, c'est ça. C'est parce que quand vous dites en face, pour beaucoup de gens, en face, c'est le camping, puis c'est l'eau. C'est ça. OK. En face, oui, c'est l'autre bord de la rivière. L'autre bord de la rivière de Scudoc. OK, je comprends. Okay. En face, l'autre bord de la rivière de Scudoc. Ça serait bien que ce soit commémoré. C'est une histoire, oui, qui devrait être mentionnée à cause qu'un quai qui était commercial pour les pêcheurs de Shediac, puis il y a place sur le quai des Pèlerins. C'est une histoire qui a commencé dans les 40. Ils l'ont fait eux-mêmes avec l'approbation de Clarence Webster. Oui. Puis ils l'ont fait. Puis depuis ce temps-là, le quai a été bâti. On fait des bateaux juste en face du chemin. Les pèlerins ont fait 3-4 bateaux. Il y avait jusqu'à 6 pêcheurs commerciaux qui vendaient les homards. Puis le quai a été comme abandonné. Ils ont mis les roches en filant, en suivant la Riverside Drive. Ils n'ont pas fait tout le tour du quai. Je pense que la ville ne pensait pas que c'était à eux. Mais ça fait 3 ans, je pense que les avocats vont me dire en cours que ça appartient, que Webster devait donner ça en 62 à la ville de Shediac, le parc Webster, le petit quai et en filant la rivière. Il y a des bonnes idées. En fait, si on se met à fouiller dans l'histoire, un comité de patrimoine pourrait facilement trouver tous ces objets ou ces lieux ou ces moments dans l'histoire qui permettraient justement de valoriser le patrimoine. Alors, on pourrait même aller plus loin, on pourrait aller jusqu'à nos amis autochtones qui étaient là même avant nous, qui utilisaient cet espace-là, un espace de vie, et eux, ils la préservaient un peu plus que nous, on la préserve en ce moment. Oui. Mais je veux dire, il y a plusieurs opportunités. Puis j'aimerais mentionner que M. John Leroux va venir nous visiter le 19 décembre. Rappelez-nous, c'est qui? Ça, il a été à l'Ordre du Nouveau-Brunswick. Okay. C'est un historien, c'est un architecte, un expert dans les installations patrimoniales. On a fait la demande à la ville pour avoir accès à l'édifice, qui peuvent rentrer puis faire un examen là-dedans. Alors, tu sais, on a du support plus grand que le comité. Puis M. Leroux, évidemment, il est à la retraite, là, puis un peu de temps pour nous autres, alors c'est bien. Et puis, on doit aller à une courte pause. Vous, au téléphone, est-ce que vous voulez demeurer avec nous ou vous avez un dernier mot? C'est tout ce que je voulais vous dire. Et je pense que c'est
peut-être pas seulement les seules places qui sont négligées par la ville de Shediac aussi, mais ça fait de quoi réaliser que si un citoyen appartient à une maison historique, puis il peut pas la défaire à cause c'est trop coûteux, l'installation, faut qu'il la garde, il peut pas la défaire, mais quand tu gardes sur ce bord-là, ils tiennent pas le parole pour la maison historique de Pascal Poirier. Ça, c'est toujours à dire. Merci. Ouais, bonne merci journée. beaucoup. Merci beaucoup bonne pour journée. votre appel. Vous écoutez Parle, Jase. Aujourd'hui, en compagnie de Monette Légère, Jackie Richard, Jacques Giguère. Et le dernier appel qu'on a eu, la personne au téléphone nous disait que quand on est propriétaire d'un site qui est qualifié historique, on a la responsabilité, l'obligation de l'entretenir. Est-ce que c'est le cas pour la maison patrimoniale, la maison Pascal Poirier? Est-ce que la municipalité, dans le fond, avait l'obligation de l'entretenir? Est-ce que vous le savez? Mais moi, j'ai trouvé sur l'Internet, justement, je vais vous partager, c'est que ça dit, le texte écrit bien que le site devrait avoir, ça dit qu'ils ont 2 missions. Puis une des missions, c'est de faire connaître le personnage remarquable qu'était le sénateur Pascal Poirier, tout en conservant cette maison typique de l'architecture des Acadiens. Alors, je trouve que c'est vraiment important. Puis, c'est ça, il le mentionne sur leur site. Mais quand je dois vous interrompre, mais vous dites, vous avez trouvé ça sur Internet, je comprends. Mais sur quel site? Vous avez trouvé ça sur le site de la ville? Oui, le site. OK, sur le site de la municipalité où on dit qu'on va promouvoir le personnage et on va protéger la maison. C'est ce que vous me dites? C'est la mission. Mais est-ce qu'elle est considérée historique, comme l'auditeur nous disait au téléphone, ce qui oblige le propriétaire à l'entretenir? Moi, je peux comprendre. Je comprends que peut-être c'est couvert par la législation provinciale en termes de la patrimoine. Les détails de tout ça, puis comment ça s'applique envers la ville, je ne sais pas. Mais j'assume qu'il y a une responsabilité attachée avec protéger, préserver un établissement patrimonial. OK. Je sais que le 1er avril, cette année, il y avait la Société historique La Mer Rouge, qui étaient les anciens propriétaires de la maison, qui ont formé un comité pour le patrimoine. Il y a Marcel Gauguin, Armand Robichaud, Réal Drisdel, Colette Paquin et d'autres participants externes aussi. Et ils ont rencontré le directeur général de la municipalité, Yves Légère. Et ce que M. Légère aurait dit, c'est que la maison Pascal Poirier n'était pas une priorité dans le plan stratégique de la ville de Shediac, ou en tout cas dans le plan qu'il venait d'adopter. C'est Marcel Gauguin qui avait rapporté ça. Et ça les a découragés, mais ils ont dit qu'ils vont quand même continuer d'aller de l'avant. Et eux, ils veulent pas rester les mains croisées. Ils veulent aussi aider un peu comme vous. Justement, hier, j'ai rencontré la ville pour d'autres choses. Là, mais ça m'a mis à discuter de la maison Pascal Poirier. Puis, qu'est-ce qu'ils disent? Si que ça ne s'applique pas dans les priorités stratégiques de la ville, il n'y a pas d'investissement. Alors, moi, j'ai dit, comment ça se fait que ça c'est pas dans le plan stratégique, tu sais, comme priorité. Alors, il n'y avait pas de réponse à ça. Cependant, je pense que, tu sais, à comprendre l'investissement du passé puis faire le challenge, il faut prendre l'argent qu'il faut pour ramener cette maison-là. Puis j'ai demandé l'information, justement, les études d'ingénierie et d'autres choses. Ils ont embauché une compagnie de construction pour mettre une membrane pour protéger le toit. C'est mis à partiel, mais selon le DG, écoute, notre job, là, c'est juste faire sûr qu'il est protégé. J'ai dit, si on protège la membrane, on la place à 100%. Si tu pas une mesure proactive, puis c'est ça que notre comité, on demande de faire, ça ne vous coûte rien. Alors moi, je ne peux pas comprendre pourquoi on n'a pas encore eu l'approbation, mais la rencontre aura lieu jeudi pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis si on peut avancer ensemble de bonnes mesures, proactivement, pour dire on couvre le toit au complet avec une nouvelle membrane. Pour moi, c'est logique. Oui, c'est le minimum. C'est la base. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on s'essaye. Intéressant. Et puis, vous allez avoir un nouveau ou plusieurs nouveaux membres dans votre comité jeudi, à ce que je crois. Donc, les gens intéressés pourraient se présenter. Est-ce que la réunion, juste avant, la réunion c'est la même journée? La réunion de la ville et votre comité à 2 heures? Oui, c'est deux différentes heures. OK. Qui est en premier? Avec la ville. OK. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant d'assister à cette réunion-là de 2 heures parce que vous aurez de l'information
En fait, vous aurez au moins un peu plus d'informations sur les intentions de la Ville face à votre proposition. C'est ça. Ah, puis Armand, justement, qui est sur la Société de la mer Rouge, il est membre de notre comité. Alors, il y a des affiliations un peu partout, là, puis on est tous sur la même page de ce qu'on veut voir se produire en termes de la patrimoine de Porcheneau, tu sais. Ben, je comprends. Et pour vous joindre à la discussion, c'est le 506-532-0133. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Bon sujet, puis j'espère que ça va continuer. Moi, j'aime ça, la maison Pascal Poirier, puis félicitations à Jackie, puis Monette, qui est sur le comité, puis que ça aide à bouger. Moi, c'est ça qui me tracasse. Moi, c'est le cachet de la ville. T'arrives, la ville, dont les visiteurs viennent ici de l'été, c'est un beau petit cachet de genre village. Puis après ça, on bâtit des bâtisses toutes carrées modernes, là, qui tuent le cachet du petit village de Chédiac. On mentionne les gros appartements qui ont été bâtis au coin, là, la ville en face de Charles-Villemart. Et puis, le bâtiment de la commission de liqueur, qui est sur la Maine, c'est tout carré, moderne. Par exemple, ce cachet-là, pas d'affaire là, ça tue le cachet de petit village de Chédiac. Puis, on dirait que ça va continuer, là. Ils continueront avec ce style-là. Ah, vous aimez pas le moderne, là, vous, là? Oui, j'aime bien le moderne, mais ça ne fit pas dans le downtown Chédiac. Ouais. On va prendre un exemple. Si jamais vous avez été à Bonaventure, au Québec, Irving arrivait là, puis il y avait le station Irving, vous la modernisez. Non, tu ne modernises pas. Si tu veux le faire, tu vas bâtir quelque chose qui ressemble au restant du cachet d'alentour. Puis justement, ça qu'ils ont fait. Tu vas à Irving, il y a un petit dépanneur, tu arrives là-dedans. C'est comme les autres dépanneurs en dedans, mais l'extérieur, ça fait penser, ça ressemble aux petites maisons qu'alentour du village de Bonaventure. Puis moi, je trouve ça dommage, même au Marius, qui a l'air qu'il y a une maison moderne parmi d'autres petites maisons. On dirait que ça clique pas, ça matche pas, là. Dans l'ensemble, dans le cachet de la ville de Chédiac, c'est bâtisse carré-là, là. Je pense, moi, c'est mon opinion. Et ça, quand vous parlez de Bonaventure, dans la province voisine, est-ce qu'ils ont une loi dans la municipalité qui oblige toute nouvelle construction à respecter le cachet patrimonial? Oui, moi, j'ai entendu parler de ça, qu'il y avait... Tu peux pas y aller puis bâtir ce que tu veux, là. Dis-moi ton plan, puis on va modifier ça. Je pense que oui. Faut que, quand tu bâtis quelque chose peut-être commercial, faut que ça matche le restant des bâtiments alentours. Oui, il y a même des grosses compagnies sont obligées de se plier à ça. Il y a sur la rue Saint-Jean, dans la ville de Québec, qui est le Vieux-Québec, là, il y a un McDonald's qui s'est installé. Et puis, tu fais pas un McDonald's là comme tu fais les autres. Il fallait absolument que l'extérieur fitte les autres à côté. Okay. Puis tu passes devant, puis si tu t'arrêtes pas pour regarder à travers la fenêtre, tu le sauras pas. Ah, ben c'est des lois comme ça. Là, donc, à un moment donné, oui, parce que le patrimoine va l'emporter. Oui, tu peux faire du commerce. La question n'est pas est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire du commerce. Oui, mais est-ce que ça doit nécessairement détruire ce qu'il y avait déjà? Et c'est là que des comités ou des plans ou des lois, des réglementations municipales peuvent, ou provinciales ou fédérales. En fait, l'idéal, c'est quand les trois s'entendent sur une réglementation pour pouvoir mettre en place, parce que les trois ont de l'argent. C'est comment... L'argent, il est là. L'argent, il est toujours là. La municipalité en a de l'argent. Quand on nous dit c'est pas dans nos priorités, ils sont en train de dire qu'on met nos priorités ailleurs. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire, et donc ça, c'est pas dans nos priorités. D'où l'idée qu'il y a des élections l'année prochaine. Peut-être qu'on pourrait questionner nos candidats. Je dis pas que ceux qui sont là peuvent pas le faire. Je dis juste que dans la période électorale, c'est le temps de questionner pour avoir un vote éclairé, je dirais dans ce sens-là. Mais vous avez raison, même à Dieppe, écoutez, vous parlez de gros blocs appartements, j'en ai compté une dizaine en m'en venant. Il y a de plus de 100 appartements. Et il y a une nouvelle réglementation qui permet maintenant à toute maison unifamiliale de transformer sa maison unifamiliale en appartement jusqu'à 4 appartements. On peut même mettre le cabanon en arrière, faire un appartement avec ça. On peut prendre le garage puis faire un appartement avec ça. Oui,
Ça a été fait déjà. Alors, on est rendu. Donc, qu'est-ce qui va arriver au cachet? La loi de leur côté. C'est ça. Mais est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Quand on veut aller dans un sens, c'est drôle, on trouve les moyens pour aller dans ce sens-là. Quand vient le temps de protéger, là, on trouve des excuses. Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Puis quand je vous entends, avec toute l'énergie que vous avez ce matin, mesdames, puis avec toute la créativité puis cette volonté de sauveter le patrimoine, je peux juste vous lever mon chapeau et vous dire continuez vos efforts dans ce sens-là. Merci. Oui, on a d'autres appels. Vous voulez ajouter un dernier mot, monsieur? Oui, moi, comme à Chédiac, il y a des belles maisons, des belles édifices qui ont été gardés, préservés. C'est beau. C'est beau ce qu'ils l'ont fait. Moi, je pense que c'est dans le privé, là. Puis, mais c'est beau, c'est bien fait, puis c'est intéressant. C'est comme mentionner Saint-Jean, là. J'ai travaillé à Saint-Jean, des fois, je me promenais en BC, puis j'allais voir juste l'architecture. Tellement beau, hein, ouais. Puis, il ne faut pas tuer ce cachet-là de la ville de Chédiac. Merci. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée. Ben oui. Et puis l'autre appel qui raccroche au même moment. Bon, ben, vous pouvez rappeler, vous aurez votre chance. Là, il reste 1 minute, mais je vais vous prendre 506-532-0133. Ben, en attendant, si on n'a pas l'autre appel, je veux vous remercier grandement d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Monette Légère, et continuer vos beaux-arts, vos belles idées et Un grand merci. d'essayer de faire revivre ça à la maison Pascal Poirier. Je vais remercier aussi Jackie, mais là, on a notre appel. Je pense qu'on va aller le prendre. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Regardez, j'ai écrit un livre sur Pascal Poirier, puis j'ai aussi écrit un livre sur l'abbé Georges-Antoine Bellecour qui avait il arrangeait des autos, des premiers autos à Chédiac, puis la maison Bellecour a été vendue. Et je suis complètement désolée parce que ça pourrait amener beaucoup de monde à Chédiac. Et la même chose avec Pascal Poirier. En tout cas, Pascal, pour moi, c'est un des plus grands Acadiens qui a jamais existé, pour la simple raison que il a inventé une espèce de relation humaine avec les Anglais. C'était un bagarreur, il aimait ça de se battre. Alors, l'abbé Lefebvre l'a envoyé à Ottawa, puis il dit « Faites quoi à Ottawa? » Alors, Monsieur Poirier, il organisait des batailles les fins de semaine, tous les vendredis soirs, tout Ottawa, français, anglais, ça se battait. Comprenez-vous? Alors, il a créé des relations extraordinaires avec Ottawa à cette époque-là qui reniait complètement tout le peuple français. Ouais. Alors, c'est une des raisons pour laquelle Pascal Poirier va survivre, et je crois sincèrement que sa maison est un bijou historique parce que justement il a resté là avec sa sœur à la fin de sa vie, et pas seulement ça, tu sais, étant avocat, un auteur j'ai lu tous ses livres sur le dialecte acadien qui a été publié par Pierre Guérin, le glossaire acadien. Alors, faut pas négliger un homme comme Pascal Poirier. D'ailleurs, je vois très bien avoir une maison Pascal Poirier où est-ce que les hommes pourraient se battre. Comprenez-vous? Alors, c'était ça, Pascal Poirier. C'était un homme qui aimait faire la paix. Wow. Mais des fois, il y avait du monde qui voulait se battre. Et puis, d'ailleurs, ça exerçait les muscles à mort. Et le monde, même les Anglais, on riait de Pascal, avec Pascal Poirier. Et pour moi, ça, c'est très important. Et il ne faut pas négliger la maison Pascal Poirier comme on a négligé la maison Bellecour. Parce que l'abbé Georges-Antoine Bellecour était l'un des plus grands inventeurs du siècle. Wow. Tu sais, puis il a même entraîné mes grands-parents. Ma tante me parlait de ses grands-parents qui allaient à Chédiac pour travailler sur un auto. Ben, tu sais, puis quand on pense qu'il a laissé son héritage à Sackville, je trouve ça très désolant d'avoir fait de la maison Bellecour une auberge, tout simplement, alors qu'elle pourrait vraiment être une espèce de centre scientifique pour les inventions de tous les jours. Écoutez, la maison c'est des grosses inventions. Oui. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Puis continuez, je trouve que votre émission est extraordinaire et merci encore. Hey, merci beaucoup. Vos livres, on peut les trouver comment? Ben, ils sont pas trop distribués dans le moment. Je sais qu'il y en avait à la librairie acadienne. Okay.
je pourrais vous en amener à Radio Beau Séjour, tu sais, comme il y en a un surtout sur l'abbé Georges-Antoine Bellecour que j'aime beaucoup tellement il a fait beaucoup et de Shediac. Il est venu ici, en tout cas, c'est toute une histoire. Il était avec les Autochtones de Manitoba. Et puis, quand il est venu ici, c'était comme une punition. Mais lui, il ne s'est pas laissé aller. Il a pris tous les gens de l'île du Prince-Édouard, puis il a dit, allez... Tu sais, parce qu'il était un peu maltraité, là, l'île du Prince-Édouard, au bout de l'île. Et puis à Rostico. Et puis, il les a tout envoyés, puis il a trouvé des places dont ils ont colonisé Sainte-Marie, Saint-Paul, toute la région de Kent. Vous avez raison. L'histoire du père Bellecour était exceptionnelle. C'est lui qui a créé la banque des fermiers à Rostico. Absolument. Et l'édifice existe encore. Oui, et il y a encore des billets de banque. Je vous en apporterai un la semaine prochaine. Je crois que je l'ai gardé. Je ne sais pas si je l'ai gardé. Mais pas un vrai billet de banque, c'est une copie. Mais il y avait à l'époque ses propres billets de banque qui étaient officiels. Et puis, il y avait sur chacun des billets de banque différentes illustrations de fermes de la région, des travaux. C'était la Banque des fermiers et c'est le mouvement coopératif qui a finalement avalé tout ça quand le Canada... Anyway, tout ça pour dire que c'est une belle histoire. Moi, je vois beaucoup de passion dans ce que vous nous dites. Puis je trouve ça vraiment intéressant, mais au moins l'édifice existe encore. Si je comprends bien... J'irai vous porter le livre de l'abbé Georges-Antoine Bellecour parce que j'ai tellement travaillé puis utilisé le dictionnaire Pascal Poirier que j'en ai vraiment pas fait de biographie. Mais je sais que ce grand bagarreur s'est battu pour être... c'est-à-dire, il a défendu d'une façon absolument diplomatique les anglophones qui étaient très rebelles envers les Acadiens. Alors vraiment, c'est lui qui a causé toute la paix à Shediac. Il faudrait, ça pourrait faire partie du trajet du patrimoine. Même, on pourrait intégrer d'autres provinces. Absolument. Je pense que vous pourriez défendre pour l'obtention de bourses pour faire justement l'abbé Bellecour est publié du Pascal Poirier. Moi, j'ai tout simplement son glossaire acadien qui a été publié par Pierre Gérin, là, puis je l'utilise souvent parce qu'il y a des vrais beaux mots, là. Merci. En tout cas, je ne veux pas vous retenir, mais que je trouve votre émission fantastique et merci à vous deux. Ça a été un très bel appel pour terminer l'émission. Là, on vous remercie. Mais aussi. Moi, ça m'a fait penser une chose, puis je dois absolument le mentionner avant qu'on se quitte. Elle disait, Madame, que Pascal Poirier, c'était un bagarreur. On l'a envoyé à Ottawa pour se battre. Il a fait sa place. On a 2 députés, là, provinciales et fédérales. Où est-ce qu'ils sont dans ce dossier-là? En avez-vous entendu parler? Ah ben oui, j'ai lu ça. Non, je pose la question. Excusez-moi, mais je pose la question. Oui, j'ai lu ça dans les textes qui sont aux archives à l'université. Oui. Mais merci beaucoup pour votre appel, madame. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Passez une très belle journée. Passez une belle journée. La question, dans le fond, je m'adresse à nos 2 personnages qui sont en studio avec nous. Où sont nos députés dans ce dossier-là? Bien, justement, moi, je pense qu'ils sont au courant du comité, puis nos efforts. Ça a déjà été passé dans le média. La consultation de la ville, en termes des différentes étapes. Il y a une étape qui sera la consultation avec nos membres politiques, avec Jacques, avec Dominique, ainsi qu'avec Victor. Alors, dans ce temps-là, on va avoir plus de feedback de comment est-ce qu'ils voient la situation. Mais moi, je pense que dans son ensemble, tous les niveaux, les paliers gouvernementaux puis nos représentants doivent s'asseoir à la table, arriver à une solution puis une vision à long terme. Donc, si je comprends bien, ils ont écouté, mais ils n'ont rien fait. Ben, de ce que je comprends, c'est un peu ça qui se passe. Je veux dire, c'est des gens locaux. Ils savent quoi ce qui est la situation avec la maison. Il y a de l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de l'argent à Fredericton, il y a de l'argent à Ottawa. Est-ce qu'on pourrait au moins dire publiquement, c'est une bonne idée, on va vous appuyer, on va trouver les moyens pour. Pour le moment, de ce que je comprends, c'est qu'à la fois Jacques Leblanc et Dominique Leblanc dorment au gaz dans ce dossier-là. On dit que c'est pas une priorité, je pense. Du côté de Shediac, ça n'a pas été classifié comme une priorité, la maison Pascal Poirier. Et donc, on ne fait rien? C'est ce qu'on dit. À ça. OK. Nous autres, on a juste hâte de s'asseoir ensemble puis voir... il faut résoudre ça, il faut avoir des idées. Puis c'est vraiment... c'est à s'asseoir avec eux, la ville, voir qu'est-ce
qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais je pense, on a parlé de l'éléphant blanc. La première chose à faire, c'est savoir, OK, la vision, qu'est-ce qui est la possibilité, quoi ça ressemble. Exact. La planification, comment ça coûte. Là, amener tout le monde à la table, dire, écoute, on ne peut pas laisser la maison tomber. Alors, fédéral, provincial, municipal, secteur privé, comment est-ce qu'on veut financer? Qu'est-ce qui est nécessaire ici? Entre autres. Le financement, mais ça peut être des campagnes de levée de fonds aussi. Parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui seraient prêts à vous appuyer dans ce dossier-là. Vous avez parlé d'un entrepreneur qui est prêt même à donner de son temps et de payer pour les travaux. Puis comme moi je dis, il y a toujours moyen de moyenner. Il y a toujours de l'argent dans le système à quelque part. Puis si on veut... Question de choix. On peut. C'est un courage politique pour avancer le dossier. On va certainement avoir une réponse jeudi. Si chez Diac veut, chez Diac peut. Il n'y a pas juste Cocagne, hein? Il n'y a pas juste Cocagne. Non, ben, les citoyens, c'est bon que ça se mobilise. Et puis jeudi, j'espère que vous aurez une réponse positive, au moins pour la toiture. Commencer à faire les travaux. Et puis moi, peut-être qu'un jour, quand j'aurai de la chicane et que ça s'obstine ici à Parle-Parle-Georges, je vais envoyer mes panélistes se battre à la maison Pascal Poirier. Un jour, peut-être. Si telle est la vocation qu'elle devient. Encore un grand merci, Monette Légère. Merci, Seb. Merci aussi à Jacques et Jackie. Oui, Jackie Richard, merci d'avoir été ici. Et Jacques Giguère, ça fait toujours un grand plaisir de vous avoir. Et passez tous une très belle journée à l'antenne de CJSE. Merci. Bonne journée. CJSE, une station opérée par Radio Beau-Séjour Incorporé, diffuse sur 3 fréquences FM. Le 895 au sud-est du Nouveau-Brunswick.